Bonjour déjà, merci d'être venu. Merci au GD Géant aussi de nous accueillir ici, c'est sympa, il y a plein de monde et c'est un bel endroit. Je vais vous présenter aujourd'hui un moyen de diffuser les données depuis un serveur vers les mobiles au plus près, c'est-à-dire dès que ça change sur le serveur, d'atteindre le mobile le plus rapidement possible. Euh, Avant ça, donc, je vais me présenter, Romain Ménestrier, donc je viens du web à l'origine, je suis passé sur le back-end, puis sur le mobile. Je fais plutôt des langages plutôt JVM, hein, Java, Scala. Et je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années sur le sans contact mobile, donc NFC et maintenant Bluetooth Low Energy. Et je travaille voilà, en tant que consultant chez Orange. Normalement, j'ai travaillé sur le projet Orange Beacon. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est une petite balise connectée qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc le problème qui m'a fait penser déjà ce problème qui a été identifié, pour moi, c'était les notifications. Donc là, je prends l'exemple de Twitter, mais il y a l'exemple de Facebook, il y a plein d'applications qui utilisent ce principe-là. Vous allez recevoir une notification, vous êtes online, tout va bien, vous avez le message, etc. Vous passez dans le métro, donc il n'y a plus de réseau, et vous ouvrez la notification, et à ce moment-là, vous avez un carré gris à la place de la photo, vous n'avez plus l'icône de la personne, et vous avez un joli message en vous disant impossible de récupérer, trop tard, il fallait le faire avant. C'est pas très sympa et je pense qu'on aurait pu le faire avant. C'est un problème de synchronisation, oui et non. C'est vrai que c'est un problème de quand on fait la synchronisation de données. Et c'est pas un problème de synchronisation pour moi parce que on n'est pas dans un contexte où la connexion est comme un câble réseau. C'est pas une connexion permanente, c'est pas un débit constant. On est sur du mobile, donc la connexion n'est pas tout le temps disponible et elle est partagée avec d'autres personnes. Donc du coup, on a des données très très variables, des débits très très variables. Un exemple que vous connaissez tous, c'est le switch entre 3 et 4G, Wi-Fi, etc., où on perd le réseau et on met un certain temps à le récupérer. Donc, je ne sais pas si ceux qui prennent le TGV ici, etc. Dans le TGV, c'est impossible de se connecter à un certain endroit puisqu'on va trop vite et on passe de borne en borne. Et également, quand on est en 4G ou en 3G, on va avoir, sur certaines antennes, on est seul et on va avoir des débits de plusieurs dizaines de mégabits par seconde. Et d'un seul coup, on va se trouver sur un autre moment où il y a plus de monde et plus de fréquentation et on va tomber sur des débits assez ridicules. L'autre problème, c'est que contrairement à un serveur, l'application n'est pas en train de tourner en permanence. Donc du coup, et heureusement, parce que si on utilise en permanence l'application, la batterie du téléphone, elle ne dure pas très très longtemps. Donc il y a eu un article je crois que c'était à peu près il y a un an, sur en effet les gens qui viennent du serveur et qui essaient de programmer de la même manière sur un mobile. Donc évidemment à ne pas faire. Déjà, je ne sais pas parmi vous combien de gens ont commencé par le serveur et combien de personnes ont commencé par le mobile. Donc par le serveur, voilà, et par le mobile, d'accord, moins. donc le problème en fait de passer d'un développement serveur à un développement mobile, c'est qu'on a l'impression de connaître le langage, donc tout va bien. On a un CPU, on a de la RAM, on a un disque normal. Par contre, on arrive avec des problèmes, avec des ressources limitées, notamment la batterie, qui est un gros problème, et il faut la gérer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la gérer de la même manière que sur un serveur. Et un bon développeur serveur va connaître les manières d'utiliser les CPU, les threads, la mémoire de façon intelligente. Et je pense qu'un bon développeur mobile, il va surtout apprendre à utiliser ses ressources, batterie, etc., de façon intelligente, son écran, etc. Donc quelques solutions possibles. La solution la plus basique, que je pense que tout le monde connaît, c'est le polling, c'est-à-dire on demande de donner à un serveur. Donc même quand vous prenez une URL, vous tapez une URL dans un navigateur, c'est ce que vous faites. Vous envoyez une demande à un serveur et vous envoie les données. Donc c'est l'application qui demande les données qu'elle veut, quand elle veut. Pour avoir des données fraîches avec cette méthode-là, il faut le faire régulièrement. Donc vous allez faire une requête, par exemple, toutes les minutes. Le problème de ça, c'est évidemment qu'il faut avoir quelque chose qui fait des requêtes toutes les minutes et il faut un serveur qui le supporte. Si vous ne faites pas ça, le risque, c'est de faire attendre l'utilisateur au moment où vous récoltez les données. À ce moment-là, vous n'aurez pas de débit ou pas de connexion et vous n'aurez soit pas de données ou soit des données qui arrivent au bout de X secondes. Donc l'avantage, c'est d'avoir un modèle très très simple et connu. On peut demander les données seulement quand on en a besoin, donc ça évite de faire, des requêtes à un moment où ce n'est pas le cas. A contrario, c'est que la donnée n'est pas là quand on la veut.
Et comme je vous l'ai dit, c'est quand on a une connectivité qui est faible ou inexistante, bah, comment on fait pour récupérer les données. Donc ces requêtes-là, imaginez que vous avez 10 000 applications qui font des requêtes sur un serveur toutes les minutes. Je fais le calcul pour vous, ça fait 166 requêtes par seconde, ça commence à être une bonne charge. Bon, évidemment, vous n'avez pas 10 000 applications qui sont en train de... Enfin, c'est difficile d'avoir 10 000 applications qui sont en train d'être exécutées en même temps, mais quand même, ça peut arriver et ça fait vite des charges serveurs assez impressionnantes. Et comme je vous disais, sur la partie polling, si vous voulez des datas, il faut demander régulièrement et du coup, ben, vous épuisez la batterie. La deuxième manière de faire, c'est plutôt de pousser les données depuis le serveur. Donc là, c'est le serveur qui envoie les données, donc c'est quand le serveur veut envoyer les données. C'est à lui de savoir quand il doit envoyer ça. L'avantage, c'est qu'on pousse seulement quand on a des données à envoyer. Donc il n'y a pas de demande du client s'il n'y a pas de données à récupérer. Et que la donnée peut être récupérée en tâche de fond par l'application, sans être up. Le problème, c'est que si on veut faire du filtrage, etc., il faut développer côté serveur ce filtrage, évidemment, parce que c'est lui qui pousse la donnée. Et souvent, on va avoir du coup un schéma de données côté serveur et côté client qu'il faudra maintenir et maintenir en synchronisation, qui n'est pas forcément facile sur des cycles de développement mobile. Et en fait, moi, je voulais éviter ça, donc pas de développement côté serveur. Je pars du fait que si vous faites du mobile, et vous n'avez pas forcément envie de passer du temps sur le serveur. La troisième méthode, c'est la connexion permanente. Donc vous ouvrez un socket et vous êtes permanemment connecté. Donc personne à l'initiative, vous pouvez, chacun plutôt peut prendre l'initiative d'envoyer des données. Sauf qu'on est sur mobile. Donc les clients et le serveur, il n'est pas en permanence connecté, ça ne peut pas. Il y a des moments où on saute entre bornes, il y a des moments où on change de connectivité entre le Wi-Fi et le GSM. Donc en fait, la connexion, même si on a l'illusion qu'elle est permanente, elle n'est pas permanente. Et en plus, le téléphone a besoin de se mettre en temps en veille pour économiser la batterie. Donc ce n'est pas une solution viable. Donc les avantages, la communication bidirectionnelle, le transfert instantané, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une connexion puisqu'elle est là. On peut envoyer des grosses données puisqu'on peut faire du streaming, on a une connexion permanente, donc on peut envoyer des volumes assez importants. Le problème, c'est de garder cette connexion permanente justement, up, et donc du coup que ça utilise des ressources serveurs et clients. Je vais commencer à parler d'une petite chose sur les mobiles. On a l'avantage d'avoir déjà une connexion permanente, en fait, ou quasi permanente, qui est sur Android Google Play Services. Puisque pour les push, etc., ils maintiennent une connexion sur les serveurs qui leur permet de pousser des données vers le client. On en parlera un petit peu plus tard. Donc j'ai dit sur la partie serveur, le problème c'est d'avoir trop de connexions sur le serveur. Donc si vous voulez ça, il va falloir passer du temps en tuning, système, etc. pour supporter ça. Ou prendre un service. Il y a Firebase, j'en parle parce que ça a été racheté par Google il n'y a pas très longtemps, dont c'est le métier, dont c'est le but de maintenir un certain nombre de connexions permanentes vers un serveur. Le problème c'est que ce n'est pas gratuit. Firebase, par exemple, pour 200 connexions simultanées, c'est 49 $ par mois. Donc, et vous voyez sur beaucoup de plateformes SaaS qu'en fait que c'est un problème, la connexion permanente. Heroku, je crois, a modifié il n'y a pas très longtemps, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas le droit de faire des requêtes de plus de 30 secondes. Il les killait automatiquement. Et donc voilà, c'était juste pour économiser, je pense, des connexions réseau. Et donc voilà, oui, pour la partie mobile, évidemment, c'est pas sympa de maintenir une connexion à cause de la batterie, je vous l'ai déjà dit. Donc on a fait le tour de toutes ces techniques. Un des trucs qui m'a mis les puces à l'oreille pour modifier ça, c'est un petit article, une petite annonce de Google l'année dernière sur Continuous Queries. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, Continuous Queries, le principe c'est de faire une requête vers un serveur, de récupérer les données, mais aussi dans le futur de récupérer les mises à jour de ces données. C'est-à-dire s'il y a des nouvelles données qui sont enregistrées sur le serveur qui correspondent au filtre qu'on a demandé, enfin la requête qu'on a demandé, aux critères de la requête, on continue à recevoir les données. Donc évidemment pour Google c'est plus facile parce qu'ils ont toutes les technologies. Ils ont le data store, ils ont les push, et ils ont cette connexion permanente. Donc du coup ils arrivent à faire l'ensemble de la chaîne.
moi, la petite question que j'avais par rapport à ça, je me dis, c'est très bien, Google le fait, est-ce que je pourrais faire ça avec d'autres outils que Google? Enfin, en tout cas, que la plateforme Google. Donc, je me suis dit, je vais utiliser un backend as a service, Parse, pour à chaque fois qu'on sauve quelque chose sur Parse, je vais essayer de le récupérer au plus tôt sur le mobile. Donc le but de tout ça, c'était donc avoir que des données intéressantes. Donc pas s'abonner à toutes les données, pas saturer le réseau, donc on veut les données qui nous intéressent, on veut les données les plus fraîches possibles, et on veut s'abonner, enfin moi je voulais qu'on s'abonne par topics, donc par centre d'intérêt. Typiquement, on peut dire par exemple qu'on sauve un certain type d'objet, donc on s'enregistre sur ce type d'objet-là. Par exemple, dans le cas de Twitter, on va dire que c'est une notification qui nous intéresse. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout de suite. Pour le réseau, je veux être sympa, donc pas de requête s'il n'y a pas de données intéressantes à venir aller chercher, ça ne sert à rien. Si possible, une requête pour aller chercher toutes les données, ne pas en avoir 15 000 à la suite, et des données les plus petites possibles, c'est-à-dire d'essayer de faire juste du différentiel de données ou juste les dernières données depuis la dernière synchronisation. Donc il y a différents outils, normalement la compression, la transmission des différences, etc., qui permettent de faire ça. Je voulais être sympa aussi pour le device, donc que l'application soit active que quand le serveur a des données intéressantes à envoyer. Sinon, ça ne sert à rien de la faire tourner. Et du coup, de ne pas avoir de connexion permanente, ça va avec. Et je voulais pas de développement côté serveur. Enfin, en tout cas, pour les gens qui utilisent le framework. Je voulais bien en faire un petit peu, mais pas après. Donc la solution, ça devient un mélange de ce que j'ai exposé avant, c'est-à-dire c'est du polling, mais c'est déclenché par un push côté serveur, et ça utilise une connexion permanente qui est déjà là. Donc du coup, Google Play Services est déjà là, on n'a qu'à l'utiliser, ça ne consommera pas plus de ressources. Et le but de tout ça, évidemment, c'est d'avoir un résultat proche de Continuous Queries. Donc en gros, le principe, on prend une application mobile, elle peut souscrire à des centres d'intérêt. Côté serveur, dès qu'on a une donnée et on vérifie qu'il y a des applications qui sont intéressées par ce centre d'intérêt, si c'est le cas, on leur envoie un push en disant il y a de la nouvelle donnée, déclenchez un download, il y a de la data. Donc comme je l'ai dit, Google Play Services maintient déjà la connexion permanente, donc on l'utilise pour faire les pushs. Et on utilise des mécanismes traditionnels d'Android, on va dire, pour récupérer les données en background avec un service, ou en tout cas sur le broadcast receiver du push. Pour déclencher les notifications, Parse a un mécanisme sur la sauvegarde de données. En fait, on peut déclencher, on peut mettre une méthode, enfin une fonction à appeler. Donc au départ, je voulais faire une fonction qui surveille tout, et du coup, voilà, sur chaque, récupérer la classe et envoyer en push cette classe. Le problème, c'est que non, on est limité à une classe. C'est-à-dire qu'il faut définir la classe sur laquelle on écoute. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est qu'on enregistre un objet, en fait, on envoie juste aussi un petit event d'update sur Parse, sur une classe définie. J'appelle ça sushi update, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc je surveille juste ça, et grâce à ça, je sais quelle classe a été modifiée, c'est un paramètre de cet appel, et je vais chercher les clients intéressés. Derrière tout ça, il y a deux concepts qui ne sont pas forcément utilisés à fond, mais qui je trouve qui s'approchent et qui ont un intérêt là-dedans. CQRS. CQRS, c'est de dire qu'en fait qu'on a une séparation entre ce qui est modification d'un objet et requête sur les objets. C'est-à-dire qu'on traite avec deux traitements différents en fait, suivant ce qu'on fait. Ici, typiquement, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut justement mettre des petites fonctions sur la sauvegarde pour déclencher des choses. Et après, la requête, c'est quelque chose de séparé qui va venir plus tard pour récupérer les données. Donc il y a vraiment deux pipelines de traitement différents. Qu'est-ce que je voulais dire aussi non, voilà, vous voyez que la query est déclenchée par notification. Et l'autre partie, c'est donc event sourcing. Event sourcing, c'est en gros de dire qu'on ne stocke pas forcément que l'état d'un objet, mais on sauve surtout une succession de changements sur l'objet. L'avantage, c'est de ne pas avoir de suppression, parce que dans ce cas-là, en fait, quand on va sur le serveur récupérer des changements,
Si on supprime l'objet, il faut qu'on ait quasi un autre canal pour dire qu'on a supprimé l'objet. Donc on a un canal de suppression et un canal de modification. De dire que la suppression est juste un flag sur un objet, l'avantage c'est qu'on peut transmettre ça au client et dire cet objet-là a été supprimé. On peut cleaner plus tard, mais en attendant on peut transmettre cette information comme une modification. Donc en fait, que ce soit une création, une modification ou une suppression, c'est toujours une modification c'est toujours un événement de modification d'un objet. Ça permettrait aussi de régler des problèmes de conflit, parce qu'évidemment, s'il y a plusieurs clients qui modifient les données, quand ils transmettent les données, ils peuvent se retrouver en conflit sur les serveurs. L'avantage de l'event sourcing, c'est de garder justement les événements de modification, donc du coup, de pouvoir régler les conflits après. C'est-à-dire, on sait quel client a modifié quoi, et donc un client peut décider de revenir en arrière en rejoignant une autre modification pour revenir en arrière, et du coup, on reste toujours on n'annule jamais une modification, mais on peut annuler une modification en appliquant une modification inverse. Et voilà. Et ça permet aussi de compresser ce qu'on transmet, si on modifie par exemple 3 fois la propriété d'un gros objet, on peut transmettre juste cette modification, qui sera en fait la modification finale. Ça suffira pour modifier l'objet sans envoyer tout l'objet en entier. Des implications de ça aussi, c'est d'avoir un timestamp côté serveur. Parce qu'évidemment, les timestamps côté client, vos clients ne sont pas synchronisés, ils ont pu avoir des heures différentes. Donc si vous voulez après récupérer des données à partir d'un certain point de synchronisation, le timestamp côté serveur peut être une source de référence en fait, assez fiable. Donc côté serveur, je l'ai dit, on utilise parse. Donc parse, ça nous permet d'avoir 3 choses principales. La base de données, évidemment. C'est de la clé valeur, c'est assez facile à utiliser. On a ces fonctions sur la sauvegarde qui permet de mettre nos fonctions de personnalisation. Et on a les push notifications qui sont gérées à partir de requêtes sur les clients installés. Donc c'est assez facile à gérer les enregistrements en push, etc. Ça permet aussi d'autres choses, mais bon, moi ça m'intéressait moins, les stats, la configuration à distance, etc. Côté client, j'ai utilisé Android parce qu'Android c'était plus facile à utiliser, tout simplement. Le SDK parse, c'est un utilisage côté serveur, donc ça permet de gérer les queries, la sauvegarde, pas forcément en temps réel si la connexion n'est pas là, etc. Donc ça parse le gère. Il gère aussi la réception de push notifications. Donc il y a plein d'helpers pour ça. Et j'ai utilisé aussi EventBus. EventBus parce que j'aime bien, et c'est un intérêt. Moi je trouve que c'est un intérêt pour les développeurs mobiles pour réfléchir à l'architecture des applis et de séparer un peu les composants. Là ça me permet de faire une chose qui est sympa, c'est que je peux récupérer l'événement quand il y a une modification sur une classe d'objet, déclencher du coup une requête vers le serveur et la stocker dans une base locale. Mais ça me permet aussi que si l'appli est en foreground et affiche quelque chose, je peux rafraîchir la data qui est affichée. Donc soit elle n'est pas là, moi je ne rafraîchis rien. Si elle est là, je fais les 2 opérations d'un seul coup. Donc l'implémentation, en gros le schéma c'est ça. On a, côté mobile, il y a une petite phase préliminaire qui est l'enregistrement sur un centre d'intérêt. Mais ensuite, on va sauver un objet. Sur la sauvegarde d'objet côté mobile, j'ai été obligé de mettre une petite fonction, enfin dériver une petite fonction à cet endroit-là pour justement envoyer la notion d'update en fait au serveur. Donc il y a la sauvegarde classique de l'objet, mais il y a aussi le petit update qui est envoyé, le petit événement d'update, avec juste le nom de la classe. Sur le serveur, comme je l'ai dit, j'ai mis la petite interception sur la sauvegarde de la notification d'update. Je vais chercher tous les applications qui ont souscrit au topic, donc au nom de la classe, et je leur envoie un push pour qu'ils viennent récupérer les données. Donc niveau code, voilà ce que j'ai mis. Donc c'est au niveau application, on fait juste un petit register avec le nom de l'objet sur lequel on veut recevoir des notifications. Dans parse, ce qui se passe, en fait, c'est juste qu'on récupère l'installation. Donc il y a un objet qui s'appelle installation qui gère justement les enregistrements, notifications push, ce genre de choses. Je rajoute, j'ai un array comme vous voyez en bas qui contient en fait les centres d'intérêt. Alors je l'ai appelé sushi parce qu'un sushi c'est bon que quand c'est frais, donc après c'est plus bon. Donc je trouvais que ça correspondait à ce que je voulais faire à ce moment-là. Ensuite, sur les sauvegardes, donc, comme je vous ai dit, j'étais obligé de dériver la sauvegarde.
Donc sur Parse, il y a une méthode qui s'appelle save eventually qui permet justement de ne pas sauvegarder tout de suite, mais de sauvegarder dès que le réseau est là et dès qu'on peut. Donc vous voyez, juste la chose que je fais, c'est que je récupère le nom de la classe et en bas, vous voyez que je l'envoie. Je fais un objet show update dans lequel je mets le nom de la classe. C'est tout ce que je fais. Et ça suffit côté client pour déclencher les fonctions côté serveur. Côté serveur, donc voilà, donc j'ai défini une fonction, ça s'appelle une cloud function chez Parse. Donc c'est une méthode serveur. On peut l'utiliser pour définir une nouvelle méthode web à appeler, mais aussi on peut l'utiliser sur des événements. Donc là, c'était sur de l'after-save. On peut faire aussi du before-save si on veut faire de la validation. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'after-save. Et donc ce que je fais, c'est que je juste récupère une clé qui permet d'envoyer les push. Je fais ma requête. La requête, c'est simple, c'est je récupère le channel, c'est la souscription au message push. Je l'ai appelé ça sushi juste pour le différencier d'autres canaux de distribution. Et je vais chercher le nom de la classe dans l'installation. Et c'est tout ce que j'ai fait. Après, j'envoie le push et c'est Parse qui s'occupe du reste. Ensuite, on repasse côté client quand on reçoit le push. Donc là, c'est un broadcast receiver pour ceux qui connaissent. Donc c'est les mécanismes de réception de push Android classique. Donc je teste voir si c'est un événement sushi ou pas. Si c'est un événement sushi, j'ai une méthode qui envoie juste un event sur EventBus. Le reste, je le repasse à Parse pour le traiter éventuellement si c'est une notification affichée. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. J'espère pas être victime de l'effet démo. Alors, donc là, il faut que je passe en copie. Hop. Bon, alors. Alors je vais allumer, déjà vous allez me dire si vous voyez. Hop. Vous voyez les deux écrans? L'écran à droite n'est pas terrible. Je ne sais même pas où est la luminosité. On voit pas grand chose à droite. Bon, on voit un petit peu. Hop, donc je commence. Ah, mais on voit pas, c'est une droite. C'est pas évident, hein. Bon, vous voyez, en gros, on a deux fois, c'est très simple, hein. J'ai fait juste une méthode avec deux listes. Donc on a les data j'ai récupéré de Parse là. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais créer un événement d'un côté. Il devra apparaître des deux côtés, voilà. Et pour montrer que ça marche aussi de l'autre côté, je crée sur le mobile et ça va apparaître sur la tablette, voilà. Donc on a deux événements. Donc ça c'est classique, on envoie, c'est connecté, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ça. Je vais fermer cette application. Là, je vais recréer un autre événement. Voilà. Et là, maintenant, je vais simuler leur entrée dans un métro. Je passe en mode avion. Voilà. J'ai plus de connexion. J'ai plus rien, mais en fait, la donnée, elle est déjà arrivée. Normalement. Ouais, ça a marché. Donc voilà, la donnée est déjà là, en fait. J'ai démarré, la donnée était déjà arrivée. Donc voilà, c'était juste la petite démo de la finalité de tout ça. Je vais repasser. Donc voilà, donc c'était le but de vous montrer. Voilà. Donc là, la donnée était poussée directement et j'ai juste l'application a juste travaillé le temps de récupérer les petites données en plus et c'est tout.
Donc là, c'était un work in progress. Je voulais juste faire montrer que ça marchait. Là, pour l'instant, moi, je vois 3 gros points à améliorer. C'est les pushes, parce que les pushes, évidemment, là, c'est assez bête. C'est-à-dire que ça reçoit un signal sur le serveur et ça envoie à tous les clients. Donc, ça risque de spammer s'il y a beaucoup de données sauvegardées. Il y a deux choses qu'on peut limiter. Enfin, on peut limiter ça sur 2 conditions. C'est qu'il normalement, il faudra envoyer un push que si le client n'est jamais venu chercher de la donnée. Et s'il a reçu un push, il ne faudrait pas lui en renvoyer un tant qu'il n'est pas venu chercher la donnée, puisque il sait déjà qu'il doit venir chercher quelque chose. Donc il n'y a pas besoin de le reprévenir de ça. Le deuxième point, c'est la synchronisation. Pour l'instant, je récupère toutes les données. Je n'ai pas mis ce qui filtrait. Donc évidemment, il faudrait passer un timestamp sur le push pour dire voilà, les données qui sont arrivées, elles datent de ce moment-là. Et ça permet, côté client, de récupérer le timestamp serveur et de se baser sur le timestamp serveur pour récupérer les nouvelles données qui ont été enregistrées. Pour faire continuous query, donc le troisième point, il faudra rajouter les paramètres parce que là, pour l'instant, je fais l'équivalent d'un select étoile d'une classe. C'est pas c'est moins smart que continuous query. Mais bon, tous ces points, je crois, sont réalisables. C'est pas très difficile. Ce que je voulais faire, moi, c'est donc au début, je l'avais dit, c'était de voir si on pouvait faire en dehors de la plateforme Google. Donc, je pense que sur iOS, on peut le faire aussi via les push notifications et on ne peut pas aller chercher la donnée en direct, mais on peut sur des background fetch. Donc, c'est l'OS qui décide quand réveiller l'appli en background pour aller chercher les données. On pourra avoir du coup recevoir le push, mettre un flag et dire je vais chercher les données que si c'est utile parce que je sais qu'il y a des nouvelles données à aller chercher pour moi. Et je voulais faire un truc, je pense que c'est possible aussi sur Git, c'est-à-dire sur les hooks de Git, sur des push, ce genre de choses, faire la même chose, c'est-à-dire envoyer des données et récupérer des données d'un Git. Donc de faire l'équivalent d'un CMS basé uniquement sur Git. Voilà, j'ai fini. Voilà, le but, c'était, j'espère, avoir ouvert vous faire poser des questions là-dessus. Donc voilà, je suis disponible pour les questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Il faut lever la main, oui, pour les micros. Pourquoi pas utiliser, est-ce que tu as réfléchi au fait d'utiliser directement le push comme transfert de données en fait, plutôt que de trigger un background, carrément envoyer des datas qui ont changé dans le push? Oui, j'y ai pensé, mais en fait, l'exemple que j'avais pris au départ, c'était Twitter. En fait, il faut récupérer des fichiers. Donc en fait, je pense qu'il y avait un truc un peu plus intelligent à faire au côté client, de savoir si on a envie de le récupérer, si on a besoin, si on a déjà peut-être le fichier, etc. Je pense qu'il y avait des choses à gérer côté client. Voilà. Je disais que l'intelligence, au moins on la laisse côté client et le serveur a juste à déclencher en fait, à dire quelque chose de nouveau, mais c'est juste un signal. Okay, ta peur, c'était pas par rapport à la taille du payload qui est assez limité quand on fait un push. On peut envoyer qu'un kilo de données, je crois. Il y a ça, mais de toute façon, ce mécanisme-là n'aurait pas été transposable sur iOS, et moi je voulais rester en fait multiplateforme. Je voulais essayer d'ouvrir ce principe-là. Donc du coup, le push, je savais que ça marchait sur un petit payload. Donc du coup, il suffisait de transmettre le signal, le nom de la classe, et ça suffisait pour faire la suite. Ok. Voilà. Hello. Ouais. Je ne connais pas bien la technologie de parse. Est-ce que tu as essayé de l'appliquer à d'autres outils? Notamment, j'ai en tête notamment Elasticsearch, qui a une API un peu similaire qui s'appelle Percolate, qui permet de détecter quels sont les clients qui ont souscrit à une requête. Pourquoi pas? Enfin, là, j'ai pris part parce que c'était simple. Il y avait la gestion des push, il y avait une base de données et je pouvais faire un petit hook sur la fonction de sauve. C'était juste pour aller rapidement. Après, je te dis, Git aussi, c'est possible de faire quelque chose. Je pense que Elasticsearch sur le Percolate, c'est excellent. Ce serait typiquement en plus le cas où on met des paramètres dans une requête et ça réagit par rapport à ça. Donc peut-être en mettant Elasticsearch plus un gestion de push derrière, on arrive. C'est clair qu'il n'y a pas de module de push précablé dans Elasticsearch. Voilà. Mais c'est vrai que c'est possible. C'est une bonne idée, je pense même. Merci.
Ah, à droite, à ma droite. Juste pour mon temps là. Ouais. Au niveau de parse, c'est scalable ou pas? Alors, je connais un petit peu l'offre de Parse. En gros, Parse, ils ont été rachetés par Facebook. Au départ, c'était payant, donc on avait un petit tiers gratuit, mais ça, on pouvait aller assez vite dans la partie payante. Ils ont été rachetés par Facebook. Je pense que leur stratégie, c'est plus d'avoir beaucoup d'applications qui utilisent des API Facebook, etc. Donc, ils offrent pas mal de choses maintenant. C'est 20 ou 30 connexions par seconde, requêtes par seconde sur le plugin. Il y a 2 gigas de stockage, les push c'est 1 million, je crois. Donc voilà, avant d'y arriver, il y a quand même un tiers gratuit qui est assez important. Autre question là. Oui, donc je voulais savoir si tu avais regardé par exemple une techno comme Aerogear et voilà, quelle était la différence. Non, je n'ai pas regardé avec Aerogear. Je regarderai. Ça fait la même chose? C'est du push unifié sur toutes les plateformes, donc ouais. iOS, Android. Comme ce que fait, je sais plus, avec le dirigeable là, Urban Airship, c'est ça? Alors, ça je connais pas par contre. Mais, par exemple, Urban Airship, je crois qu'ils utilisent ce principe-là, c'est-à-dire que en fait, ils envoient un petit push pour dire j'ai de la donnée pour toi, pour une application mobile, et l'application mobile en fait va chercher la donnée un peu plus grosse. Donc, en fait, on revient au même principe. Plus de questions? Bon, merci.